De retour dans l'Africa Newsroom pour la deuxième partie, nous sommes toujours en compagnie de nos éditorialistes Malika Cherjouel-Mondouy et Jean-Marie Bitomo. Tout de suite, le dossier du jour. Au Bénin, la Haute Cour de justice est l'institution compétente pour juger le président de la République et les membres du gouvernement pour des infractions commises durant l'exercice de leurs fonctions. Or, 14 ans après sa création, aucune personnalité n'a été traduite devant cette institution, d'où les questions qui se posent aujourd'hui sur son efficacité. Un reportage de notre correspondant Lefty Ounou. Au Bénin, le président de la République, les ministres et les députés bénéficient d'un privilège spécial s'ils doivent répondre d'un éventuel forfait. Selon l'article 136 de la Constitution, c'est la Haute Cour de justice qui a le pouvoir de juger ces personnalités publiques pour des infractions commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Malgré les manquements révélés dans la gestion des affaires publiques ces dernières années, cette Cour n'a encore jugé aucune autorité du pays. Installée depuis 2001, la crédibilité de cette institution est mise à l'épreuve. Les limites de la loi fondamentale semblent entretenir cette inadéquation de la mission de la Haute Cour de justice. Il faut qu'on trouve toujours des critères pour dire comment est-ce que les gens peuvent être mis en accusation et comment est-ce que la Cour peut se saisir d'un certain nombre de dossiers. On est obligé. Mais lorsqu'on est dans ce système de libéralisme intégral, on n'est jamais sûr à l'avance de la manière dont ça va fonctionner. Parce qu'à moins qu'il s'agisse de crimes vraiment isolés, que ce soit le chef de l'État ou les ministres, chacun se présentera devant cette chambre-là avec sa majorité. Et il faudrait que la majorité ne soit pas à géométrie variable, qu'elle reste dans le sens de l'impunité et qu'elle reste toujours à la recherche de cet esprit de justice. Pour lutter contre la corruption, le pouvoir exécutif a tenté à maintes reprises de traduire les autorités soupçonnées devant la Haute Cour de justice sans succès. Le cas le plus récent concerne l'affaire de détournement des fonds du projet pluriannuel d'appui au secteur eau et assainissement. Le député mis en cause dans cette affaire de malversation garde son immunité parlementaire après un rejet de la demande de levée de son immunité formulée par le gouvernement. Dans ce cas ou dans les précédents, le pouvoir législatif s'est opposé à ce que les personnalités mises en cause répondent devant cette institution. Tout citoyen et même tout politicien doit avoir à respecter les valeurs citoyennes et surtout un comportement républicain. En tant que tel, j'ai noté qu'il peut y avoir des gens qui ont commis des actes. Ils doivent être sanctionnés. Et normalement, on a dit, nous devons tous être égaux devant la loi. Les gens qui ont occupé des responsabilités, tels que les ministres, le chef de l'État, etc., pour aller face à la Haute Cour de justice, il faut qu'on vous lève l'immunité. Et c'est là le hic. À quel moment doit-on lever l'immunité? Je pense que ça, là, il faut le clarifier. Parce que à partir du moment où l'immunité n'est pas levée, la Haute Cour de justice ne peut pas faire son travail. Même en France, je ne pense pas que ça soit une cour qui soit très active. Et il faut qu'on trouve un moyen pour que l'immunité ne soit pas le véritable problème et que tout citoyen qui commet des actes répréhensibles soit sanctionné. Nous sommes tous égaux devant la loi et ce principe, nous devons le faire. La décision de poursuite est votée par l'Assemblée nationale à la majorité des 2/3 des députés composant l'Assemblée. Après le vote de cette décision, la chambre d'instruction près de la Haute Cour de justice est saisie pour instruire le dossier et produire un rapport. Elle transmet en retour ce rapport à l'Assemblée nationale qui décide ou non de la poursuite par une décision de mise en accusation. Cette procédure est longue et tributaire du bon vouloir des acteurs politiques. Les scandales, ça ne manque pas. De 91 à nos jours, que ce soit sous le président Soglo, sous le général Mathieu Oko II et ces 10 dernières années avec le président de la République, Boni Yayi, il y a eu une série de scandales. Mais aucun ministre
n'a été inquiété. Même si les gens ils vont devant la Haute Cour de justice, la loi telle qu'elle est ficelée, les dispositions légales telles qu'elles sont ficelées ne favorisent pas l'emprisonnement ou l'arrestation d'un membre du gouvernement. Donc, ce qui impose un certain toilettage de notre loi fondamentale. Chacun connaît le nombre de cadavres qu'il a dans ses placards. Et donc, ils ne veulent pas qu'on ouvre la boîte de Pandore pour que ça soit un départ en cascade des députés vers la Haute Cour de justice. Donc, je dis, c'est la qualité des hommes que nous envoyons au Parlement. Et ceci pose le problème des élections, de la force de l'argent dans les élections, de la capacité des électeurs à élire des hommes intègres, des hommes qui veulent vraiment défendre les intérêts du peuple, et non des hommes qui ont l'argent et qui utilisent cet argent pour se trouver un parapluie que représente l'immunité parlementaire. Dans l'opinion publique, l'inefficacité de la Haute Cour de justice ne souffre plus d'aucun doute. Pour les acteurs de la société civile, la refondation de cette institution est nécessaire pour que la justice soit rendue, quelle que soit la position dans l'échelle sociale, politique et administrative. Ils ont beau continuer ce qu'ils sont en train de faire, ils ont beau traîner des dossiers de gros et de beaucoup de milliards, mais il n'y a pas d'inquiétude parce que aussi, il ne faut pas l'oublier, en politique, on a l'impression avec la Haute Cour de justice que les loups se mangeront rarement entre eux parce que c'est les mêmes et ils sont en domaine politique. C'est une inquiétude fondamentale quand on veut de la justice pour tous et de la justice pour chaque citoyen. C'est une inquiétude et on doit revoir cette institution. La Haute Cour de la justice est hautement politique et est incapable, n'est-ce pas, d'accomplir sa mission. Nous allons parler de son incapacité à accomplir sa mission dans la mesure où cette Cour aujourd'hui ne dispose pas des moyens pour pouvoir faire son travail. Et le Parlement est certainement complice parce que le Parlement ne met pas à sa disposition les justiciables. Si la Cour, les moyens les plus utiles pour lui permettre de faire son travail, c'est les justiciables. Si les justiciables ne viennent pas, comment la Cour va faire ? Pour de nombreux constitutionnalistes, la Haute Cour de justice a son importance dans l'ordonnancement judiciaire au Bénin. Ça reste une menace permanente qui fait que chacun doit faire attention. Est-ce que ce n'est pas préférable d'avoir une menace permanente, laquelle fera en sorte que tout le monde comprenne que ce n'est pas le règne de l'impunité, qu'un instrument qui peut fonctionner, mais auquel on ne recourt jamais. Parce que si ça fonctionne, ça ne fonctionnera qu'une seule fois. Qui va diriger dans cette condition, lorsque ça aura fonctionné une fois? Surtout dans notre pays à gouvernance, disons, très fragile. La Haute Cour de justice du Bénin est une cour spéciale composée de 13 membres, dont les membres de la Cour constitutionnelle, excepté son président, 6 députés élus à l'Assemblée nationale et le président de la Cour suprême. Les députés membres de cette Cour qui n'ont pas réussi à se faire réélire au Parlement ont été reconduits. Les nouveaux membres ont prêté serment le 13 octobre 2015. Prévu par la Constitution béninoise, son organisation et son fonctionnement ont été définis par la loi organique numéro 93-013 du 10 août 1999. Alors qu'elle a le pouvoir de juger le président de la République, les membres du gouvernement et les députés, la Haute Cour de justice n'a pas pu faire valoir cette compétence après 14 ans. Malik, cette Haute Cour de justice au Bénin, elle est aujourd'hui clairement inefficace. On a vu, durant ces dernières années, il n'y a pas eu d'affaire qui a été jugée concernant des anciens membres de gouvernement ou des anciens même présidents de la République. Donc on peut juger qu'il y a une inefficacité dans le domaine. Ce climat de défiance, c'est partout en Afrique. Vous avez le citoyen lambda qui a une véritable défiance envers des politiques. Pourquoi ? Parce qu'il a l'impression que ces politiques ne sont pas jugés quand ils sont impliqués dans divers scandales. Et là, c'est véritablement au pouvoir, je dirais, c'est aussi, ça relève de la volonté politique de changer les choses et enfin de permettre de mettre des institutions capables de juger des personnes qui ont été impliqués dans divers scandales. Ça relève de l'intégrité de l'homme politique. L'homme politique se doit d'être intègre. Bien sûr, c'est idéaliste. On aimerait tous que ça soit le cas. Malheureusement, dans ces cours dans, par exemple, ces institutions-là, en l'occurrence la Haute Cour de justice, vous avez des membres qui parfois se protègent, qui n'aiment pas révéler certaines affaires par peur d'être aussi touchés. Donc ça aussi, c'est des sujets qui sont difficiles à aborder pour certains et difficiles de mettre sur la place publique. Donc voilà, c'est la volonté politique qui doit primer.
Alors Joël, cette haute cour de justice est une institution constitutionnelle. Le reportage l'a relevé, là, les problèmes de fonctionnement qui sont assez flagrants. Comme c'est une institution constitutionnelle, est-ce qu'il faut modifier la Constitution du coup ? Exactement, Fanny. Là, vous touchez, à mon avis, au cœur de la problématique. Derrière ce dysfonctionnement de cette institution, de son inefficacité, se posera à terme, donc la question de la modification des modalités de fonctionnement de cette institution et donc de la Constitution. Donc je me demande si c'est pas finalement une façon un petit peu orientée, parce qu'on connaît la fin du mandat et l'élection qui doit arriver en avril 2016, donc cette échéance et cette impossibilité sur le papier et pour le moment, parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait, de briguer justement un troisième mandat. On sait évidemment que la Cour constitutionnelle avait déjà, dès la fin d'année dernière, avait refusé qu'on modifie les principales, en tout cas les principaux articles qui intéressaient Boni Yaya, à savoir l'article 42 qui fixe le nombre de mandats présidentiels à 2 et qui avait également affirmé qu'une révision des institutions ne peut pas entraîner l'avènement d'une république. Donc en gros, c'était une espèce de fermeture claire et nette. Et depuis, effectivement, on n'avait plus vraiment entendu parler de la modification de la Constitution. Et d'ailleurs, au tout début du mois de septembre, les titres des journaux étaient de dire que finalement, le président avait reculé concernant la problématique de la modification de la Constitution. Et d'ailleurs, il disait, Boni Yaya, très clairement, personne ne m'a obligé à renoncer, entre guillemets, au projet de révision de la Constitution. Et je pense qu'il peut très bien le dire, parce qu'effectivement, je pense qu'il n'a pas renoncé à ce projet. D'ailleurs, le projet de révision de la Constitution n'a pas été retiré de l'Assemblée nationale, et je pense qu'en utilisant l'inefficacité de la Haute Cour de justice, c'est un moyen différent et original d'accéder à la Constitution et de la modifier. Alors, votre avis, Jean-Marie, si aujourd'hui on ne peut pas toucher les modalités de fonctionnement de la Haute Cour de justice qui sont fixées par la Constitution, quelles sont les alternatives pour le Bénin pour rendre cette Haute Cour de justice efficace ? Rendre la Cour de justice efficace, c'est tout simplement mettre un peu plus de transparence, comme Malik le disait tout à l'heure. La plupart, si vous voulez, de nos institutions, on peut avoir deux lectures, si vous voulez, de la situation qui nous intéresse. On peut se dire que la Haute Cour de justice constitue une des institutions, c'est-à-dire démocratiques, pour renforcer la démocratie. Mais malheureusement, au final, l'institution ne joue pas le rôle essentiel qui lui a été dévolu lors de sa création. C'est la raison pour laquelle, dans le reportage, on voyait la plupart des des Béninois qui sont défiants, si vous voulez, à l'exercice, c'est-à-dire la fonction n'est pas exercée dans sa complétude, au Bénin. Donc à partir de là, on peut se dire, bon, il y a Joël qui vient de parler, d'une éventuelle modification de la Constitution, que j'y crois pas, tout simplement. Pourquoi? Parce que vous avez des garde-fous au Bénin. Il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'en Afrique, le Bénin est un des premiers États en Afrique à avoir instaurer les conférences nationales. Et à travers les conférences nationales, on a assis des constitutions qui sont relativement robustes dans un pays comme le Bénin. C'est un des rares en Afrique. Et il ne faut pas oublier encore une chose, c'est que vous avez un ancien président de la République, qui est Nicéphore Soglo, qui vit à l'heure actuelle, au Bénin. Il a son expérience d'ancien président de la République et son expérience internationale. Je ne pense pas que le président Boni Yaya s'hasarderait, si vous voulez, à ce niveau-là, à pouvoir modifier la Constitution, sachant très bien que vous avez même l'actuel Premier ministre du Bénin, dont le papa est encore vivant. Ce sont des gens qui ont été, au pouvoir au Bénin. Donc je pense que la pression populaire ne peut pas permettre au président Boni Yaya de modifier la Constitution pour se maintenir au pouvoir. De mon point de vue, ça, je le souhaite pas et j'y crois pas, tout simplement. Pourquoi? Parce que vous avez ces assises. Parce que quand je vous parle d'un ancien président de la République, ça représente une espèce d'institution dans un État. Donc ce n'est pas quelque chose de gratuit. Et dans nos États africains, c'est une donne qui est pratiquement incontournable. Parce que le président Soglo a quitté le pouvoir tout seul. Tout simplement pourquoi? Pour respecter la Constitution. Et je ne vois pas comment est-ce que le président actuel, le président Boni Yaya, se maintiendrait au pouvoir par la force en modifiant la Constitution.
Merci. Tout de suite, un rappel des titres qui ont été développés en début d'émission. L'opposition guinéenne demande l'annulation du premier tour du scrutin présidentiel qui a eu lieu ce dimanche. Le chef de file de cette opposition, Cellou Dalein Diallo, et 6 autres candidats à cette élection ont annoncé ce lundi au cours d'une conférence de presse leur intention de rejeter les résultats. Et ce 15 octobre, les Burkinabés vont commémorer les 28 ans de l'assassinat de l'ancien président Thomas Sankara. Une célébration dans un contexte particulier. Mardi, le rapport d'autopsie du corps présumé de l'ex-chef d'État et le rapport balistique ont en effet été présentés aux familles. Nous allons marquer une nouvelle pause à l'instant, la troisième partie de l'Africa Newsroom.